Et nous voici pour une deuxième partie de ce moment avec le docteur François Braun. Est-ce que vous êtes là, docteur? Il n'est pas là. Eh bien, le breuvage local a eu raison de lui. On l'attend dans quelques instants. Ensuite, le professeur Patrice Laloux. Venez, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Madame le ou la docteur Anne Dussard, je ne sais ce que vous voulez, madame. Si vous me dites de dire le, je dis le. Si c'est là, c'est là. C'est vous qui décidez. On dit le ou là? Je dis ce que je veux. Alors, madame la docteure, prenez place. Madame la docteure Alexandra Pérez, venez si vous le voulez bien. Et si vous le voulez bien, monsieur le professeur Patrice Laloux, neurologue au CHU-UCLR de Namur, eh bien, je vais vous demander d'avoir la gentillesse d'intervenir sur la thématique « Comment restaurer la fonction du cerveau ». Est-ce qu'on peut commencer avec vous, si vous le voulez bien? On va caler votre power avec... c'est bon? Avec grand plaisir. Donc je remercie France AVC de m'avoir invité à présenter... bien prêt, si vous voulez bien, docteur. Voilà, bien prêt. Hein. C'est important. Pour la salle d'à côté. Et donc je remercie également le Belgian Stroke Council, qui est une société scientifique belge, mais aussi une association de patients belges, d'avoir mobilisé les neurologues vasculaires belges pour consolider notre entente franco-belge. Et donc le thème de mon exposé, c'est restaurer la fonction cérébrale après un AVC. Dia suivante. Donc on sait que le processus de récupération va être surtout important pendant la phase hyper aiguë, voire subaiguë, c'est-à-dire quelques jours après le début de l'AVC. Mais c'est dans la phase hyper aiguë, dans les heures, qu'on peut intervenir le mieux. Par la suite, le déficit fonctionnel va avoir une tendance à se stabiliser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de progrès. On estime en général qu'il faut attendre au moins un délai de 2 ans avant de parler de consolidation d'un déficit. Mais aussi, on voit que 30 à 60% des personnes peuvent garder un déficit moteur fonctionnel, c'est-à-dire handicapant dans la vie de tous les jours. Alors comment peut-on prédire finalement la récupération? C'est une question qui est souvent posée aux neurologues vasculaires. Eh bien, il y a un test fonctionnel assez simple qui consiste à tester la mobilité de l'épaule du malade et de voir s'il est capable d'un petit mouvement d'extension des doigts. Et ça, déjà, dans la phase hyperaiguë, ça peut être un bon indicateur d'une capacité de récupération. Dia suivante. Une autre alternative qui n'est pas utilisée nécessairement chaque fois, mais c'est l'usage de potentiel évoqué moteur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire une stimulation électrique, magnétique plutôt, sur la boîte crânienne, c'est sans risque, et on va enregistrer le mouvement selon la stimulation de la voie motrice obtenue. Alors quand on voit que les potentiels évoqués moteurs sont positifs, ça veut dire qu'il y a bien eu une petite contraction musculaire observée après cette stimulation magnétique. Ça donne de bonnes chances de récupération, ça veut dire que la voie motrice a été lésée, mais est relativement aussi encore préservée en partie. En revanche, la dia précédente, si les potentiels évoqués moteurs sont négatifs, les chances de récupérer sont bien moindres et sont estimées à 30%. La dia suivante va vous montrer un algorithme décisionnel qui peut nous être utile. On a posé un diagnostic d'AVC aigu avec une lésion ischémique, comme on voit ici sur une résonance magnétique du cerveau. On est encore dans les premières heures. On fait notre mesure clinique pour la flexion des doigts et l'abduction de l'épaule. Si c'est positif, il y a de bonnes chances de récupération. En revanche, s'il n'y a aucun mouvement possible du membre supérieur, il est totalement plégique. Si les potentiels évoqués moteurs sont positifs, une récupération est envisageable, alors que s'ils sont négatifs, le pronostic est beaucoup plus réservé. C'est un moyen potentiel d'estimer les capacités de récupération. Et aussi, alors, tout le processus de rééducation et, disons, l'intensité du processus de rééducation qui sera mis en place par la suite. Alors, comment évaluer le déficit fonctionnel? Bien, nous avons une échelle qu'on appelle l'échelle de Bartel, qui est unanimement reconnue, et on évalue une série de capacités fonctionnelles, la prise d'un bain, marcher, se lever, se mobiliser. Il y a également d'autres critères comme la prise d'un repas, etc. Et on
On estime la cotation sur 100. Si on atteint 75 sur 100, on a déjà un bon degré d'indépendance. Il y a d'autres échelles également qui existent, bien entendu. Alors, comment restaurer la fonction? Il n'y a pas 36 méthodes actuellement et on va faire un peu le point ensemble sur ces différentes capacités thérapeutiques. La première, c'est la reperfusion par la thrombolyse. La dia suivante va nous montrer que la thrombolyse n'est efficace que si elle est effectivement réalisée extrêmement rapidement, c'est-à-dire dans les 4h30. Alors, pour évaluer l'efficacité d'un traitement, on mesure ce qu'on appelle le NNT, c'est un acronyme, excusez-moi, mais anglais, qui signifie le nombre de patients à traiter pour éviter un décès dû, en l'occurrence à l'AVC, ou le risque de garder une dépendance d'une tierce personne. Par exemple, administrer de l'aspirine, eh bien, il faut traiter 150 personnes pour avoir un résultat favorable. Ici, on a un bon résultat si on traite 7 personnes. Donc, il faut traiter 7 personnes pour éviter un décès ou une dépendance, si on traite dans les 3 heures. En revanche, si on traite dans les 4h30, ce qui est encore thérapeutique, il faut traiter 14 personnes pour faire l'économie d'un décès ou d'une dépendance. Ça veut dire que tout le monde ne va pas récupérer avec la thrombolyse. Tout le monde ne va pas récupérer, mais ça augmente les chances de récupérer d'au moins 30%. Et si l'heure de l'AVC est inconnue, par exemple au milieu de la nuit, le patient se réveille, on ne sait pas quand l'AVC est survenu, on a des moyens d'évaluer le temps de survenue de l'AVC grâce aux séquences de résonance magnétique. Je n'en dis pas plus, mais selon des critères, on peut également thromboliser. Alors voici un exemple d'un patient qui a présenté une hémiplégie droite avec une aphasie et la séquence ici qu'on appelle de diffusion en IRM montre une petite lésion vasculaire ischémique. Cette zone est perdue, c'est un infarctus. Ici, en revanche, avec la séquence de perfusion, on montre qu'il y a une très large zone, chez le même malade, une très large zone de perte de débit sanguin. C'est donc tout un secteur du cerveau qui peut être récupéré ou sauvegardé si on recanalise l'artère qui a été bouchée et ce qui a entraîné l'infarctus. La dia suivante va vous montrer que ce patient avait une occlusion de l'artère cérébrale moyenne, comme on l'appelle. Vous voyez, c'est nettement le bout de la flèche. Le sang ne passe pas par rapport à l'autre côté. Et quand on a fait une réévaluation du malade par une résonance de contrôle, on voit que la thrombolyse a permis à cette artère de se recanaliser. C'est le meilleur moyen, finalement, de récupérer, c'est une thrombolyse intraveineuse dans la phase la plus aiguë possible. La deuxième possibilité, qui est plus récente, c'est la thrombectomie. La dia vous montre ici qu'on peut aller chercher le caillot de sang, pas dans n'importe quelle artère, mais dans les artères principales d'un certain calibre. On peut aller chercher le caillot de sang, soit par un stent, on va aller extirper le caillot, le faire sortir, l'extraire. Dia suivante. On peut également l'aspirer, donc on peut aspirer le caillot et l'évacuer. Dia suivante. Voici un exemple d'un patient traité au CHU de Godine. On voit ici l'angiographie qui montre un stop sur l'artère cérébrale moyenne. On voit que le sang ne passe plus. Et après la thrombectomie, avoir aspiré le caillot, on voit que l'artère a été parfaitement recanalisée et ce patient va récupérer. Alors la thrombectomie, si on regarde le nombre d'économies de décès ou de patients dépendants avec un traitement très rapide, inférieur dans les 6 heures, donc extraire le caillot, il ne faut en traiter que 4. Donc c'est mieux que la thrombolyse intraveineuse dont je viens de parler. Et depuis peu, on a vu aussi qu'on pouvait élargir la fenêtre thérapeutique, mais le message en rouge est toujours pertinent, c'est que plus tôt on intervient, mieux c'est pour faire l'économie de millions de neurones qui disparaissent à la minute si on ne fait rien. Troisième possibilité, c'est la rééducation précoce. Alors il y a là bien sûr la kiné, mobilisation passive, des étirements pour éviter les consolidations articulaires, mobilisation active, on fait marcher le patient avec une aide unie ou bilatérale au début. Une mobilisation avec un miroir, on met le patient devant un miroir et il doit observer les mouvements qu'il est capable de réaliser avec le soutien du kinésithérapeute. Ça permet de restaurer une idée du schéma corporel et donc de permettre d'activer la rééducation.
Il y a l'immobilisation forcée du membre sain, je vais y revenir. Alors bien sûr, il y a les techniques d'orthophonie pour les problèmes articulatoires et aphasiques, donc le manque du mot. L'ergothérapie, c'est en fait pour stimuler l'habileté manuelle pour ceux qui ont perdu la force ou l'habileté pour des gestes complexes avec la main. Ce qu'on sait également, c'est que la rééducation précoce, donc quand on commence le plus tôt possible, encore durant l'hospitalisation et même après les premières heures, si le patient est stable, en général on attend tout de même 24 heures, ça permet d'améliorer de 5% les scores fonctionnels. Donc on ne laisse pas un malade dans un lit après son traitement aigu et ne rien faire, il faut le prendre en charge dans les unités neurovasculaires sur le plan de la rééducation. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. De manière un peu sadique, on va immobiliser le bras sain pour favoriser la récupération du membre supérieur qui est paralysé. On ne fait pas ça toute la journée, je rassure, mais ça permet d'envoyer au cerveau des stimulations sensitives qui permettent d'activer le réseau neuronal électrique, de l'activer et ainsi de favoriser des récupérations motrices. Et ceci est une étude qui a bien montré que ce type de technique d'immobilisation forcée du membre sain pendant certaines périodes de la journée permettait d'augmenter la capacité fonctionnelle du malade par rapport à un traitement classique qu'on appelle le placebo. Quatrième piste de développement dont je voulais parler, c'est la neuromodulation, c'est-à-dire la capacité d'activer la circuiterie électrique neuronale qui est toujours en place autour de la zone du cerveau qui a été perdue. Et pour cela, on a deux possibilités, la pharmacologie, des médicaments ou des neurostimulations non invasives. Pour ce qui est des médicaments, il faut reconnaître que ce fut assez décevant. Ce sont des médicaments dont le but recherchait à augmenter la transmission, dans notre jargon technique, synaptique, c'est-à-dire qu'un neurone est connecté à un autre, le suivant, et on veut améliorer cette connexion interneuronale par des médicaments. On espérait aussi que certains d'entre eux puissent favoriser éventuellement des repousses neuronales ou augmenter le nombre de récepteurs électriques. Un peu comme si sur une porte, il y a une clé qui est obstruée. Eh bien, si vous remettez d'autres clés, ça permettrait d'ouvrir tout de même la porte. Mais globalement, c'est assez décevant. Amphétamine, pour stimuler le cerveau, ce fut contradictoire. Le médicament utilisé dans la maladie d'Alzheimer avait montré des résultats également contradictoires, je n'en dis pas plus. Des médicaments anti-parkinsoniens également, des facteurs de croissance. Il y a eu des résultats, des premiers résultats expérimentaux positifs, mais pas de preuves cliniques qui conduiraient à une application de tous les jours. La fluoxétine, une belle étude française avait été réalisée et avait suscité beaucoup d'espoir puisqu'on voyait que ces patients traités par cet antidépresseur qui était le Prozac récupéraient beaucoup plus vite, même en dehors d'une amélioration de l'humeur. C'est pas en agissant sur l'humeur dépressive qu'on avait une récupération accrue. Malheureusement, une étude en 2018, plus récente, Focus, comme on l'appelle l'étude Focus, a contredit les bons résultats de cette première étude française. Ce fut une déception. La neurostimulation que le professeur Van der Meren, qui était là tout à l'heure, a mis en place dans l'hôpital du CHU, repose sur un concept qui va probablement vous intéresser. C'est le concept d'un équilibre entre les deux hémisphères de notre cerveau. Nous avons un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Et une zone motrice, la zone motrice gauche par exemple, va exercer spontanément, normalement, un effet d'inhibition sur la zone motrice droite. Et inversement, la zone motrice droite exerce une inhibition sur la zone motrice gauche. Il y a donc un équilibre qui s'installe chez le sujet normal. S'il y a un AVC, eh bien, d'un côté, il y a une lésion. Alors, à cause de cette lésion, la zone motrice ne sait plus inhiber son homologue contralatéral, et donc celle-ci peut s'en donner à cœur joie pour aller inhiber une région qui est déjà détruite. Donc non seulement la région est déjà détruite, ce qui occasionne une paralysie, mais en plus, l'autre hémisphère joue un mauvais rôle en venant inhiber son fonctionnement. Il y a donc un déséquilibre. Et le principe de la neurostimulation non invasive, c'est d'aller stimuler la zone du cerveau qui a été touchée par l'AVC ischémique, en espérant stimuler les réseaux électriques qui entourent la zone qui a été perdue, qui a été détruite. L'autre possibilité, c'est d'aller mettre une électrode pour inhiber l'hémisphère sain
qui malheureusement jouent un rôle trop inhibiteur, comme on l'a dit. Et le mieux, c'est encore de faire les deux, c'est-à-dire de stimuler la zone qui a été endommagée et d'autre part, inhiber la zone saine du bon côté pour éviter ces déséquilibres. Alors, l'étude réalisée par le professeur Van der Meren et sa doctorante ont montré des résultats assez favorables grâce à une stimulation électrique transcrânienne qui permet cette stimulation du côté lésé, endommagé, et l'inhibition du côté sain. C'est une technique indolore, contrairement à ce que ça pourrait penser, stimulation électrique, ce serait dangereux. Pas du tout. Il y a peu d'effets secondaires, un peu de céphalée éventuellement ou de rougeur de la peau, mais ce n'est pas très grave. Les résultats, je vais passer sur tous ces graphiques très compliqués, mais on a mesuré les résultats en termes de force, en serrant un objet, mais également en termes d'habileté, en mettant des plots dans des petits trous. Et on voit que grâce à cette technique, on a une amélioration significative par rapport à des personnes qui n'auraient pas eu ce type de stimulation. Et enfin, quand on exerce des mouvements, réaliser un boutonnage, écrire, marcher, ce sont des mouvements assez complexes qui demandent des séquences d'action motrice. Il n'y a pas qu'un seul muscle qui se contracte, il y en a beaucoup. C'est donc des mécanismes d'apprentissage complexes et on a pu l'évaluer en demandant à des sujets avec la souris d'un ordinateur de faire ce chemin, ce circuit comme ça, le plus rapidement possible, tout en restant bien dans les limites, en évitant de s'en écarter. Et avec la stimulation électrique, comme je l'ai expliqué, on voit que la vitesse de parcours est beaucoup plus grande chez ceux qui sont stimulés. Je parle ici de patients qui avaient encore un peu de mobilité manuelle par rapport à ceux qui n'avaient pas eu ce type de stimulation. Bien entendu, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas encore ce type de traitement qui permet de récupérer fonctionnellement dans la vie de tous les jours, mais ce sont des pistes exploratoires pour le futur. Et alors pour terminer, eh bien, il y a eu une publication dans les grands journaux belges récemment, ce week-end d'ailleurs, avec ces exosquelettes. C'est quelque chose dont on parle depuis déjà 2 ans au moins. Donc on met ainsi une sorte de squelette artificiel qui permet la mobilité des membres et on place des électrodes dans la boîte crânienne qui permettent par la pensée de commander cet exosquelette et d'avancer. Moi, ce que j'ai vu comme démonstration, c'était une personne hémiparétique importante qui portait sur son dos un petit sac à dos comme ceci, avec un exosquelette du côté paralysé. Là, il ne s'agissait pas de commander par la pensée, mais en poussant sur un bouton, en quelque sorte, ça permettait de mobiliser le membre inférieur et de marcher. Et cette personne pouvait faire quelques petites courses donc dans une grande surface, par exemple. Donc ça, c'est probablement un avenir, mais c'était développé à Grenoble dans l'équipe du professeur Benhabib. Voilà, j'espère avoir tenu les temps. Je voudrais résumer en disant que l'essentiel, c'est la phase hyper-aiguë, thrombolyse, thrombectomie. On a déjà envoyé les messages tout à l'heure. Et les processus de neuromodulation pharmacologique et de stimulation non invasive ont peut-être un certain avenir. Je voulais vous en parler aujourd'hui pour faire le point avec vous là-dessus. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mesdames, je vous demanderai d'être aussi précises et efficaces que monsieur le professeur. Anne Duzard, vous êtes neurologue à l'hôpital civil Marie Curie de Charleroi. L'AVC est-il la première cause de décès chez la femme? Dites-nous tout, si vous le voulez bien, madame la docteure. Merci, un grand merci. Bien près du micro, si vous voulez, ce serait très gentil. Un grand merci donc pour l'invitation. Un tout petit peu plus près, excusez-moi. J'insiste par rapport à la salle derrière. Hein. Excusez-moi. Ok. Et donc effectivement, l'AVC, première cause de mortalité chez la femme, en tout cas en France. Et donc on va essayer de voir un petit peu les raisons et les particularités de l'AVC chez la femme. Dia suivante. Donc effectivement, l'AVC chez la femme, c'est plus de 18 000 décès par an. Et c'est la première cause de mortalité avant le cancer du sein, en tout cas sur base des données épidémiologiques entre 2008 et 2013. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout les femmes âgées qui meurent de l'AVC, puisque l'âge moyen est de 85 ans chez la femme pour 79 ans chez l'homme. On peut dia suivante. Donc c'est pas le cas dans tous les pays, puisque par exemple aux États-Unis c'est la 3e cause de mortalité chez la femme, mais ça reste une cause de mortalité plus importante que chez l'homme, chez qui c'est la 4e cause de mortalité. Et c'est de nouveau, donc on voit sur le graphique, principalement au-delà de 85 ans, que cette mortalité est importante chez les femmes.
Là, on peut passer à la dia suivante. La cause principale, c'est que les femmes en fait vivent plus longtemps que les hommes, puisque leur espérance de vie est plus importante à la naissance. Elle est estimée à 85 ans en moyenne et elle est à 79 ans pour les hommes en France. Et ça va être encore plus marqué dans les années futures, puisque la population vieillit et la population de femmes va vieillir encore plus. Donc, est-ce qu'il y a des différences finalement dans l'AVC chez la femme et chez l'homme en termes de symptômes, en termes de prise en charge ou dans les facteurs de risque? Eh bien, la réponse est oui, et il y a des inégalités, effectivement. Donc, la première chose, c'est dans la présentation clinique. Donc, les femmes, bien sûr, comme les hommes, présentent des symptômes classiques d'AVC, comme une paralysie du visage, une paralysie d'un bras, d'une jambe, des problèmes de parole. Mais elles présentent aussi plus souvent des symptômes moins typiques et qui vont être plus difficiles à reconnaître, comme des céphalées, comme de la confusion, des troubles de la vigilance ou des vertiges, et qui vont rendre le diagnostic plus difficile pour le médecin, l'urgentiste qui vont les prendre en charge. Alors, on constate aussi dans les données épidémiologiques que les prises en charge sont malheureusement encore inéquitables entre les hommes et les femmes. Les femmes semblent mieux connaître les symptômes d'AVC, savent mieux reconnaître ces symptômes, mais quand il s'agit d'elles-mêmes, elles ont tendance à arriver plus tard à l'hôpital et à moins souvent appeler les secours. Et donc je discutais avec mes collègues masculins dans la voiture tout à l'heure qui me disaient que l'explication principale, c'était probablement leur mari, qui était probablement moins réactif, que les femmes sont plus à même d'apporter l'aide pour leur conjoint que vice-versa. Et donc, elles reçoivent moins souvent la thrombolyse et souvent avec des délais plus tardifs. Et elles ont tendance à présenter aussi des tableaux neurologiques plus sévères à l'admission. Elles sont, comme on l'a dit, plus âgées lorsque leur AVC survient. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle elles arrivent plus tard, c'est qu'elles sont plus isolées, éventuellement déjà veuves ou institutionnalisées au moment de leur AVC. Elles ont de ce fait une autonomie souvent plus diminuée, un état plus fragile. Elles vont garder des séquelles plus importantes et être plus victimes de dépression post-AVC, avec malheureusement un impact sur la récupération neurologique et sur la mortalité. Alors, il y a des spécificités de l'AVC chez la femme. On a dans notre chemin de vie des moments clés qui vont nous exposer à des facteurs de risque particuliers. Dans l'âge jeune, la discussion de la prise de la contraception orale et la grossesse. Et puis, à partir de la ménopause, il va également y avoir une modification des facteurs de risque. Et il y a aussi des facteurs de risque, on peut revenir à la précédente, des facteurs de risque qui sont présents chez l'homme et chez la femme, mais qui vont avoir des impacts différents ou être plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Donc chez la femme jeune, comme on l'a dit, la question de la contraception et de la grossesse est également un facteur de risque qui touche aussi l'homme mais qui est plus fréquent chez la femme, qui sont les migraines avec aura. Oui, donc la contraception principalement par pilule œstroprogestative, donc c'est un moyen de contraception effectivement très répandu, puisqu'on estime que, en tout cas c'est des données américaines, mais 4 femmes sur 5 sexuellement actives prennent une contraception orale. Le risque d'AVC est majoré avec la contraception orale. On estime qu'il est plus ou moins doublé, voire fois 2,5 en fonction du type de pilule. Et les pilules plus dosées en œstrogène augmentent plus le risque que les pilules faiblement dosées. Le risque est similaire avec les méthodes contraceptives de type anneau-vaginal. Par contre, les contraceptifs à base de progestérone seul semblent moins à risque. Il n'y a pas d'augmentation bien documentée du risque d'AVC avec les progestatifs. Il y a aussi un risque accru de thrombose veineuse avec les pilules. Dia suivante. Alors, est-ce que pour autant il faut diaboliser la contraception orale et se dire que c'est forcément dangereux? Donc, chez une jeune femme en bonne santé et sans facteur de risque, la probabilité de faire un AVC est extrêmement faible. Et donc le risque absolu, en fait, sous pilule, on estime que c'est 20 personnes pour 100 000 personnes par an. Et donc sur 10 000 femmes qui vont prendre une pilule faiblement dosée en œstrogène, il y en a 2 qui vont faire une thrombose d'une artère et 6 à 7 qui feront une thrombose veineuse. Le risque lié à la grossesse est en réalité plus élevé que le risque lié à la pilule.
Là où ça devient plus dangereux et où le risque commence à devenir franchement significatif, c'est quand on cumule cette prise de pilule à d'autres facteurs de risque. Le premier, je pense qu'on l'a déjà bien répété, c'est le fait de fumer. Et donc pilule plus tabac, ça c'est vraiment un cocktail explosif. Et donc je pense que si on prend la pilule, il faut arrêter de fumer. Ou si on ne peut pas arrêter de fumer, il faut éviter absolument une contraception œstroprogestative et aller vers un autre système de contraception. Avec l'âge qui avance et à partir de 35 ans, on estime que le risque est aussi plus élevé. Et donc là, il faut remettre probablement en question son moyen de contraception en privilégiant plutôt le stérilet ou, si on est un peu plus âgé et sûr de ne plus avoir de désir de grossesse, des méthodes plus définitives comme la ligature tubaire ou, si on veut impliquer l'homme, la vasectomie. Le risque est aussi augmenté quand on est sujette aux migraines avec aura, avec une pilule. On estime qu'il y a même un risque synergique, et donc c'est pas juste des risques qui s'additionnent, mais c'est plus que ça. Et si on est fumeuse, migraineuse et qu'on prend une pilule, on estime qu'on augmente le risque on multiplie le risque par 10. Il y a des maladies comme les thrombophilies qui sont des maladies de la coagulation du sang qui augmentent aussi le risque. Et donc si on a dans son histoire personnelle un antécédent de thrombose au niveau veineux ou si dans sa famille des personnes qui ont été sujettes à des thromboses, il faut probablement faire un dépistage avant de commencer une contraception orale. Il faut évidemment aussi être vigilant à tous les autres risques comme l'hypertension, l'obésité qui vont augmenter la probabilité de faire un AVC sous pilule. Donc un deuxième moment important et qui est vraiment strictement spécifique aux femmes, c'est la grossesse. Alors la grossesse, donc ça augmente plus le risque que la pilule de faire un AVC. On estime que c'est jusqu'à x9, principalement au moment de l'accouchement, dans le dernier trimestre de la grossesse et dans le postpartum immédiat, avec un risque augmenté à la fois de thrombose, donc de caillots au niveau artériel et aussi de saignement. Et on estime que l'hémorragie cérébrale, c'est la première cause de mortalité maternelle au moment de l'accouchement. La survenue d'AVC, c'est en général la cause la plus fréquente, un quart à la moitié des cas, liée à ce qu'on appelle la prééclampsie, dont je vais reparler. Alors, qu'est-ce qui fait que la grossesse est une période à risque? C'est une période où il y a des modifications physiologiques qui vont pouvoir éventuellement augmenter ce risque d'AVC s'il y a déjà le plus fréquemment une maladie sous-jacente. Donc le cœur va devoir fonctionner de manière plus importante, le débit sanguin augmente, le volume aussi de sang qui va circuler dans l'organisme augmente et le muscle cardiaque va être amené à grossir un petit peu pour assumer cette fonction. Et donc chez une jeune femme qui ne se connaît pas de problème cardiaque mais qui aurait une maladie cardiaque sous-jacente, elle est à risque un peu plus élevé de faire un AVC. La grossesse va parfois aussi malheureusement démasquer des anomalies vasculaires au niveau du vaisseau. Une femme porteuse d'un anévrisme ou d'une malformation vasculaire va être à ce moment-là plus à risque de faire une hémorragie cérébrale. Il y a aussi des modifications de la coagulation. Le sang va devenir plus épais, va être plus enclin à former des caillots, principalement pour protéger des hémorragies au moment de l'accouchement. Et donc, à nouveau, s'il y a déjà une maladie sous-jacente de la coagulation, ça va augmenter le risque d'AVC. Alors, un des facteurs de risque principal durant la grossesse, c'est l'hypertension artérielle dite gravidique, donc induite par la grossesse, qui peut évoluer lorsqu'elle est sévère et se complique vers ce qu'on appelle la prééclampsie. La prééclampsie, c'est quelque chose de rare, c'est moins de 5% des grossesses, et c'est la combinaison d'une tension artérielle élevée pendant la grossesse avec une perte de protéines dans les urines. Rarement, ça va évoluer vers ce qu'on appelle l'éclampsie, où on va avoir à ce moment-là des céphalées très sévères, des crises d'épilepsie et des troubles visuels liés à un œdème cérébral. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser le développement de l'hypertension artérielle durant la grossesse et de la prééclampsie? On ne sait pas exactement le mécanisme, mais on pense que c'est lié à des facteurs produits par le placenta qui induisent cette hypertension. Mais il y a des facteurs prédisposants liés à la mère, le fait d'avoir déjà une hypertension avant la grossesse, certains facteurs génétiques, le fait d'avoir une grossesse très jeune ou un peu plus âgée au-delà de 35 ans, et le fait d'avoir d'autres facteurs de risque, comme être obèse, avoir un excès de cholestérol, être sédentaire, consommer de l'alcool ou du tabac avant la grossesse. Et donc cette hyperpression artérielle va en fait induire des AVC soit par thrombose, soit par saignement au niveau du cerveau, ou par spasme au niveau des artères cérébrales. Donc le plus urgent, évidemment, quand on a ce genre de tableau, c'est de traiter la pression artérielle agressivement et, dans les formes sévères, d'induire au plus vite l'accouchement.
Alors, c'est des tableaux un peu catastrophiques, mais qui peuvent être prévenus et soignés. Alors, dans les traitements préventifs, le premier, c'est de suivre la tension artérielle pendant la grossesse. Il y a des médicaments qui peuvent être donnés pendant la grossesse de manière tout à fait sûre pour le fœtus, pour l'enfant à venir. On peut donner, quand il y a un risque élevé, de l'aspirine. Ce n'est pas dangereux, notamment au 2e et 3e trimestre de grossesse. Il n'y a aucun problème pour prendre ce traitement et ça diminue le risque de prééclampsie. Il faut bien sûr corriger les autres facteurs de risque, comme le tabac, l'obésité. Alors, s'il y a la survenue d'un AVC pendant la grossesse, peut-on recevoir une thrombolyse intraveineuse? On l'a dit, c'est un traitement particulièrement efficace. Initialement, quand on a étudié ce médicament, les femmes enceintes étaient exclues des études. Et donc, on n'a pas beaucoup de données pour savoir si c'est un traitement sûr. Mais sur base de ce qu'on sait, le risque est faible de l'administrer pendant la grossesse. Donc, il faut évidemment peser le pour et le contre. Si on a un risque important d'hémorragie, qu'on est proche de l'accouchement ou que les symptômes de l'AVC sont peu sévères, on va peut-être pas donner le traitement. Mais s'il y a un bénéfice certain, on peut l'administrer sans risque majeur. Alors, lorsqu'on a déjà fait un AVC, le risque de récidive de refaire un AVC pendant la grossesse est faible, moins de 2%. Et avoir fait un AVC n'est aucunement une contre-indication à une grossesse ultérieure. Il faudra juste être suivi plus attentivement, être rigoureuse au niveau du contrôle de ces facteurs de risque. Et on peut accoucher par voie basse, c'est même ce qui est plutôt recommandé dans la plupart des cas, mais c'est à discuter bien sûr avec le gynécologue et le neurologue à ce moment-là. Il faut savoir que les événements de la grossesse vont modifier le profil de risque au long cours. Quand on a eu une prééclampsie pendant une grossesse, on a un risque accru de développer à long terme de l'hypertension artérielle, jusqu'à 10 fois plus de risque. Et donc, ça nécessite encore plus d'être suivi après par son médecin généraliste pour ce problème d'hypertension. Le diabète gestationnel augmente également le risque de développer à long terme un diabète de type 2, qui est un facteur de risque d'AVC. Alors, un autre facteur de risque qui touche plus la femme que l'homme et principalement la femme jeune, c'est la migraine avec aura. On estime que pour un homme, 3 à 4 femmes vont avoir des migraines avec un risque augmenté de 2 fois pour les AVC ischémiques et bien plus si on est fumeuse. Donc, les migraines, pour rappel, c'est un mal de tête bien défini avec généralement une douleur de toute la tête ou de la moitié de la tête qui va être modérée à sévère, plutôt à type pulsatile, avec des phénomènes d'aura qui peuvent être des flashs, des scintillements au niveau d'un champ visuel. On peut aussi avoir des troubles sensitifs, des troubles moteurs, des troubles de la parole, mais qui vont être régressifs. Alors, le fait d'avoir des migraines ne contre-indique pas de manière absolue à prendre une contraception orale, mais il faut absolument contrôler les autres facteurs de risque à ce moment-là. Le risque absolu reste faible, c'est 4 personnes pour 100 000 par an, et en général, ce sont des AVC plutôt de bons pronostics et peu sévères. Alors, il y a une forme d'AVC qui est plus fréquente également chez la femme jeune, c'est la thrombose veineuse cérébrale. C'est moins de 1% des AVC, et c'est en fait la formation d'un caillot, non pas au niveau d'une artère, mais d'une veine du cerveau. Et on sait que les femmes sont touchées dans 70% des cas, et principalement les femmes jeunes. On retrouve les mêmes facteurs de risque que pour les AVC ischémiques avec la contraception orale, la grossesse et les problèmes de coagulation sanguine. Les symptômes de la thrombose veineuse cérébrale peuvent ressembler aux symptômes de la thrombose artérielle ou de l'AVC classique, avec beaucoup plus fréquemment des maux de tête assez sévères liés au fait que le drainage sanguin ne se fait pas bien hors du cerveau et que la pression intracrânienne augmente. Il peut y avoir des troubles de la vision, une vision floue ou double, et des déficits neurologiques, perte de force, perte de parole, parfois des crises d'épilepsie. Le traitement principal de cette maladie, c'est un traitement anticoagulant, soit par injection sous-cutanée et puis par comprimé d'une durée en fonction des facteurs de risque. Alors, une deuxième période qui va modifier le risque d'AVC chez la femme, c'est la ménopause. Jusqu'à la ménopause, les femmes sont en fait mieux protégées que l'homme grâce aux oestrogènes, et leur risque absolu de faire un AVC est moindre que le risque chez l'homme, parce que les oestrogènes en fait protègent, si vous voulez, quelque part les vaisseaux, diminuent le risque de lésions sur les artères, diminuent le risque de formation de caillots au niveau des vaisseaux. À la ménopause, dia suivante.
À la ménopause, les oestrogènes chutent dû à l'arrêt de la fonction ovarienne, et il va y avoir des modifications qui vont faire augmenter ce risque d'AVC. On va avoir une production plus importante de cholestérol dit LDL, qui est le mauvais cholestérol, qui est celui qui va aller se mettre sur les artères et les endommager. On observe souvent une prise de poids importante qui a un facteur de risque. Une femme sur 4 à peu près va développer une obésité après la ménopause. On a des problèmes de résistance à l'insuline et donc de prédiabète et une sédentarité plus importante. Alors la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que le traitement hormonal ne pourrait pas nous protéger à ce moment-là, puisque c'est la chute des oestrogènes qui augmente notre risque? Est-ce qu'en prendre de manière substitutive pourrait nous protéger? Et donc c'était l'espoir qu'on avait avec ces traitements-là. Malheureusement, les études qui ont été faites montrent que la prise d'un traitement hormonal substitutif a plutôt tendance à augmenter le risque d'AVC après la ménopause, que ce soit les oestrogènes seuls ou les œstroprogestatifs. Alors, il y a des données récentes qui montrent que ce risque est peut-être quand même moins grand lorsque l'on prend le traitement très tôt après la ménopause et sur une courte durée. Mais en tout cas, on ne peut pas retenir actuellement l'indication de ce traitement pour se protéger de l'AVC, et on doit certainement le contre-indiquer chez une femme qui a déjà fait un problème d'AVC par le passé. Alors, il y a les facteurs de risque auxquels nous sommes exposés tant hommes que femmes, mais qui peuvent avoir un impact différent chez les femmes par rapport aux hommes. Alors, le premier, on peut avancer. Oui. Donc le premier, c'est l'âge, on en a déjà parlé, celui-là, on ne sait pas agir dessus. Le second, c'est l'hypertension artérielle. Alors, autant les femmes sont moins sujettes à l'hypertension artérielle que l'homme avant 55-60 ans, elles le deviennent plus au-delà, avec 60% chez les femmes pour 56% chez les hommes. Et on observe qu'elles ont tendance à être traitées de manière moins optimale avec un contrôle qui est moins bon, alors que ce contrôle de la pression artérielle va diminuer drastiquement le risque d'AVC. Le diabète de type 2, il est moins fréquent chez la femme que chez l'homme, mais il augmente plus le risque d'AVC chez la femme, et les AVC sont plus souvent, l'AVC va être plus souvent fatal chez la femme que chez l'homme en cas de diabète de type 2. L'obésité, elle est plus fréquente chez la femme également que chez l'homme, 62% des femmes pour 44% des hommes. Un autre facteur de risque qui touche plus la femme que l'homme, c'est la fibrillation auriculaire. La raison pour laquelle elle en est plus victime, c'est de nouveau son espérance de vie plus longue et le fait qu'il y ait une population plus âgée chez les femmes. On estime que la fibrillation auriculaire, c'est la cause d'un AVC sur 4 au-delà de 80 ans. Son risque lié à la fibrillation auriculaire est plus important que le risque de l'homme, 2 fois plus. Elle va souvent faire un AVC plus sévère. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que le traitement est aussi moins optimal chez les femmes que chez les hommes. Elles sont moins sujettes à recevoir des anticoagulants. Et souvent, on a tendance à donner des dosages un peu trop faibles par rapport à ce qu'elles devraient réellement recevoir. Dans les autres facteurs de risque, on en a parlé, le stress psychosocial et la dépression. Donc, les femmes sont plus sujettes que les hommes à la dépression et le risque est franchement accru. On estime 35% de risque en plus lorsqu'on souffre de dépression et 30% lorsqu'on souffre de stress psychosocial. Il y a des modifications hormonales qui expliquent cette augmentation du risque, mais aussi des comportements qui en découlent, comme le fait de manger moins sainement, de éventuellement consommer des toxiques lorsqu'on est déprimé. Donc pour conclure, l'AVC, effectivement, en France, en tout cas, c'est la première cause de mortalité chez la femme, principalement en raison de notre espérance de vie qui est plus longue et donc d'une population plus importante de femmes âgées. On peut passer à la dernière ? Juste avant, merci. Et donc, pour prévenir l'AVC, je pense que les conseils sont principalement les mêmes que pour nos collègues masculins. C'est adopter une hygiène de vie saine, ne pas fumer, a fortiori si on souffre de migraine ou si on prend une contraception orale, être encore plus vigilante à partir de la ménopause, à se faire suivre au niveau des facteurs de risque et principalement de l'hypertension, et également prendre en charge les facteurs psychosociaux et pouvoir solliciter l'aide médicale et paramédicale, notamment en cas de dépression ou de stress psychosocial. Merci beaucoup. Merci, docteur. Docteur, si vous le voulez bien, ôtez-nous d'un doute. Lorsque vous avez abordé le potentiel de réactivité des maris, il s'agissait bien des maris belges seulement. Oui. En France, on est un peu plus réactif, non? Qui sait? Merci en tout cas. Et pas de ségrégation idiote.
La docteure Alexandra Pérez est neuropédiatre au CHU de Strasbourg. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas venue seule, elle est en famille. Donc bienvenue à vous. Il voulait connaître Charleville. Bienvenue à vous deux donc. Et c'est comme vous voulez, pour l'AVC et l'enfant, pour une vingtaine de minutes. Debout, ça ira? Oui? Ça va. Ben... Vous aviez un peu plus que 20 minutes? Pardon? Sur le programme, je pensais comme on était deux, on avait un peu plus que 20 minutes. C'était docteur, marqué. Moi, je ne suis pas en position de négocier avec vous. Donc je remercie beaucoup l'organisation de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc, je suis neuropédiatre, donc neurologue pour les enfants au CHU de Strasbourg. Donc l'AVC, bon, je pense que vous savez à peu près ce que c'est, vu que vous êtes venus à un symposium qui ne parle que de ça. En tout cas, vous avez l'air d'être tous sensibilisés à ce sujet, mais juste au cas où, un bref rappel, parce que ça fait jamais de mal. Donc il y a deux mécanismes pour faire des AVC. L'hémorragie, ça c'est quand un vaisseau se rompt dans la tête. Donc le sang va sortir du vaisseau. Comme le sang n'arrive plus à la zone qu'il devait prendre en charge, eh ben, ça va causer des dégâts au niveau de la zone qui devait recevoir l'oxygène et les nutriments. Et puis le sang qui s'accumule en dehors du vaisseau va entraîner une pression sur des zones cérébrales, ce qui va également causer des lésions. Et puis, il y a le phénomène de l'ischémie. Donc ça, c'est quand un vaisseau se bouche. Donc, il y a deux possibilités. Soit il se bouche avec un caillot, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ou soit il se bouche parce que le diamètre du vaisseau va se rétrécir pour tout un tas de raisons. Et donc, les vaisseaux, il peut y avoir des vaisseaux artériels qui vont se boucher. C'est ceux qui sont chargés d'oxygène. Et puis, sinon, des vaisseaux veineux qui vont se boucher. Et c'est ceux qui sont à destination du cœur et pour aller se recharger en oxygène. Les AVC chez l'enfant, mais ça n'existe pas. Ou voilà. Donc merci, au revoir et bonne soirée. Non, cette phrase, je l'ai entendue très souvent, aussi bien dans la population générale, les gens qu'on peut rencontrer dans la rue, vous, tout le monde. Et puis, malheureusement, je l'ai aussi beaucoup entendu à l'hôpital, dans les cabinets de médecins, de personnel soignant. Oui, si, ça existe. Donc, ça, c'est le premier message. Mais vu que je suis là, vous savez que ça existe. Donc, c'est rare, et c'est probablement pour ça que c'est moins connu. Il y a 1000 enfants par an et en France qui vont avoir un AVC. Donc par rapport aux 140 000 adultes qu'il y a par an en France, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais ça reste important. Ça représente moins d'1% des AVC en France. Mais par contre, si on regarde par rapport à la population qui vit avec un handicap lié à un AVC, ça représente 10% les enfants. Parce que comme ça survient plus tôt, ça va durer plus longtemps. Et comme c'est moins connu, eh ben, il y a un long délai au diagnostic. Donc à Strasbourg, on avait étudié les AVC chez les enfants qui avaient été les enfants de plus de 1 mois, qui étaient pris en charge dans notre CHU sur une période de 10 ans. Donc sur ces 10 ans, on a eu 68 enfants qui ont fait un AVC. Parmi ces enfants, il y en a 35 dont on savait dater à quel moment le déficit est arrivé. Et sur ces 35, il y en avait 24 dont le diagnostic avait été posé plus de 24 heures après le premier symptôme. Alors quand on sait qu'il y a des traitements qui sont urgents, on se rend compte de la gravité de la situation en France. Et c'est parce que c'est pas connu à la maison, mais c'est aussi parce que c'est pas connu dans le milieu médical et paramédical. Donc on va parler des AVC de l'enfant, et dans les AVC de l'enfant, il y en a 2. Il y a l'AVC qui survient chez les enfants de moins de 28 jours, donc les nouveau-nés, et ça c'est l'AVC périnatal. Et puis il y a les AVC qui surviennent chez l'enfant de plus de 1 mois, donc c'est l'AVC de l'enfant proprement dit. On va commencer par l'AVC périnatal. Donc périnatal, ça veut dire autour de la naissance, donc ça veut dire un AVC qui va survenir
soit pendant la grossesse, soit autour de l'accouchement, soit dans le premier mois de vie de l'enfant. On va plutôt parler des AVC ischémiques artériels, donc quand c'est une artère qui va se boucher, parce que c'est la cause la plus fréquente chez les enfants en bas âge, les nouveau-nés, et parce que les AVC ischémiques veineux et les hémorragies chez les nouveau-nés ressemblent beaucoup aux AVC de l'enfant. Donc ça représente 1 sur 4000 naissances, donc c'est pas rien. Parmi les AVC périnataux, on classifie en 3. Donc il y a l'AVC fœtal. L'AVC fœtal, il survient pendant la grossesse, comme son nom l'indique. Et quand il survient, il est complètement silencieux. Il n'y a aucun moyen de savoir qu'il est en train d'arriver. Donc le seul moyen de le diagnostiquer, c'est lors des échographies qui sont faites lors du suivi normal, d'une grossesse normale. L'AVC néonatal, il va survenir chez un enfant qui a moins de 1 mois. Celui-là, en général, il est plus facile à diagnostiquer parce que c'est un nouveau-né qui va le plus souvent commencer à faire des convulsions d'un bras ou d'une jambe ou d'un côté du corps. Et en général, ça mène à la consultation. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus délicates à diagnostiquer, et notamment ils peuvent faire des petites apnées, être un petit peu plus endormis, mais un nouveau-né qui dort, ils font que ça presque, donc c'est difficile à diagnostiquer. Et puis il y a ce qu'on appelle l'AVC présumé périnatal. Donc ça, c'est un AVC qu'on diagnostique chez un enfant qui n'est plus un nouveau-né, donc qui a quelques mois ou parfois quelques années de vie, et puis dont on pense que l'AVC est survenu autour de la naissance. Alors, soit c'est un enfant qui va commencer à faire des convulsions, et puis en regardant sur l'IRM cérébral, on va voir qu'il y a une cicatrice d'un AVC ancien, ou alors c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer, et on va avoir des petits signes qui vont nous alerter lors du suivi de l'enfant chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste, ou des petits signes qui peuvent alerter la famille aussi. Par exemple, un enfant qui va avoir une rigidité d'un côté du corps, d'un bras, d'une jambe, qui peuvent rendre l'habillage ou le déshabillage un petit peu difficile. Un enfant qui va avoir un poing constamment serré, toujours du même côté, qu'on aura du mal à ouvrir. Ou alors tout un tas de choses, ou alors par exemple un enfant qui va être précocement droitier ou gaucher, alors que normalement, dans les premières années de vie, on est ambidextre. Donc ça, c'est des petites choses qui vont mettre la puce à l'oreille et qui vont nous faire une imagerie qui va pouvoir montrer les cicatrices de l'AVC. Pourquoi les enfants font des AVC autour de la naissance? Il y a beaucoup d'hypothèses. On n'est pas encore tout à fait sûr du mécanisme et on ne comprend pas encore tout. Mais ce qui a été mis en avant et ce qui est retenu à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une mauvaise mise en place des vaisseaux du placenta qui va entraîner une circulation du sang qui est mauvaise entre la maman et l'enfant et qui va aboutir à des caillots qui vont aller migrer dans le cerveau de l'enfant. Et dans de très rares cas, il peut y avoir des maladies chez le bébé qui vont favoriser les AVC, des maladies de coagulation du sang, par exemple, ou des maladies cardiaques. Qu'est-ce qu'on fait face à un nouveau-né qui a un AVC? S'il est nouveau-né et qui fait un AVC, on va faire comme pour tous les autres AVC. On va essayer d'optimiser l'arrivée d'oxygène et des nutriments au cerveau pour essayer de limiter les dégâts. Il n'y a pas de traitement médical spécifique qu'on puisse faire. Ce que vous avez entendu tout à l'heure sur les traitements de l'AVC avec la fibrinolyse, avec les cathétérismes et aller chercher le caillot, ça ne se fait pas chez les nouveau-nés. On va traiter les convulsions s'il y en a. Et puis pour ceux qui font un AVC pendant cette période-là, ou tous ceux qui ont des séquelles d'AVC survenus à cet âge-là, le plus important, ça va être le suivi.
Parce qu'un nouveau-né qui a fait un AVC, parfois, il peut rentrer à la maison sans déficit apparent. Parce qu'un nouveau-né, on va lui demander de manger et de boire, et grosso modo, on ne lui demandera pas beaucoup plus. Mais avec le temps, on lui demandera de plus en plus de choses. Et c'est avec le suivi qu'on pourra repérer des petites difficultés qui vont se mettre en place. S'il a du mal à marcher, s'il a du mal à écrire, etc. Et il va être très important de pouvoir le suivre de manière régulière pour pouvoir détecter de manière précoce s'il y a des rééducations, des suivis, des aides à mettre en place pour qu'il puisse avoir une vie la plus normale possible. Que deviennent ces enfants? Donc, ces nouveau-nés qui ont fait un AVC, il y a une étude qui a été menée par le Centre national de référence des AVC de l'enfant qui a suivi 100 nouveau-nés qui avaient fait un AVC pendant presque 10 ans. Et on a retenu que chez ces enfants, il y en a à peu près un tiers qui vont garder une gêne motrice, plus ou moins invalidante, avec des enfants qui ont franchement de grosses difficultés à marcher, mais d'autres qui ont vraiment des difficultés mineures. Qu'au niveau des tests d'intelligence, ils ont des résultats qui sont tout à fait superposables aux autres enfants du même âge, mais qu'il y en a 80% qui ont une scolarité normale et sans redoublement à l'âge de 7 ans. Alors pourquoi il y en a 20% qui ont besoin de scolarité adaptée alors qu'ils ont une intelligence normale? Ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Il y a 15% d'épilepsie chez ces enfants-là, mais souvent, c'est des épilepsies qui sont la plupart faciles à traiter ou qui disparaissent avec l'âge. Et puis, l'autre chose qu'on a appris, c'est que ces enfants qui ont fait un AVC en période néonatale, ils n'ont pas plus de risques que la population générale, que les autres enfants, de refaire un AVC. Et il n'y a pas plus de risque pour le couple qui a eu cet enfant d'avoir un autre enfant qui a un AVC. On va passer maintenant à l'enfant de plus de 1 mois. Donc, en parlant d'abord des AVC ischémiques artériels, donc une artère cérébrale qui va se boucher, soit par un caillot, comme c'est souvent le cas chez les adultes, ou par une atteinte de la paroi de l'artère qui va être diminuée, et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent chez l'enfant. Ça arrive chez tous les enfants, mais il y a 2 pics. En dehors du pic des nouveau-nés, il y a le pic des nourrissons, donc les enfants de moins de 2 ans, et il y a un pic de fréquence aussi chez les adolescents. Pourquoi ils font des AVC ischémiques? Alors là, on oublie tous les facteurs de risque que vous avez entendus pour les adultes, parce que c'est pas l'hypertension, c'est pas le cholestérol, c'est pas le tabac, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent manger n'importe quoi, mais en tout cas, c'est pas à cause de ça qu'ils vont faire un AVC. Les causes les plus fréquentes chez les enfants, ça va être des malformations cardiaques. Donc ça, on peut, en général, c'est des enfants dont on sait qu'ils ont une malformation cardiaque et on essaye de prévenir avec des médicaments pour éviter qu'ils ne fassent d'AVC. Ou alors, ça peut être une maladie des artères, de la paroi des artères, qui va grossir et qui va empêcher le sang de bien passer jusqu'au cerveau. Et il peut y avoir des maladies transitoires qui vont causer cette maladie. Enfin, cette maladie des artères peut être transitoire, mais elle peut aussi être définitive. Voilà. Il y a d'autres causes, évidemment, qui sont moins fréquentes. Et puis, dans encore une grande majorité des cas, on ne sait pas très bien pourquoi c'est survenu. Quand y penser, bon, ça c'est comme chez l'adulte, vous savez déjà les signes, je vous les ai remis là. Donc ces signes-là, évidemment, c'est facile à diagnostiquer chez un adolescent qui va venir rapidement s'en plaindre à ses parents et les parents vont être alertés. C'est beaucoup plus difficile à voir chez un petit nourrisson qui ne parle pas encore, par exemple. Donc c'est souvent une modification du comportement qui va nous alerter. Et puis en regardant bien, on voit que par exemple, il a un bras qui traîne ou une jambe qui traîne. Qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez. On fait comme pour chez l'adulte. On appelle le 15. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas besoin d'aller
chez le médecin ou appeler sa voisine. On a un enfant qui est suspect d'avoir un AVC, on appelle le 15. On ne réfléchit pas. Parce qu'il y a un traitement qui est urgent, qui peut être mis en place chez les enfants. Et en reprenant les données de l'hôpital de Strasbourg, avec les 24 enfants qui avaient fait un AVC ischémique artériel, il y en avait un seul qui avait été diagnostiqué dans les 6 premières heures. Donc c'est vraiment le seul qui aurait pu bénéficier du traitement qui existe. Donc ça montre bien qu'il y a un gros retard au diagnostic. Et pourquoi il y a ce retard? Pour différentes raisons. Parce qu'on va avoir du mal à reconnaître le trouble. Chez un enfant qui ne parle pas, on va avoir du mal à le voir, par exemple. Chez un enfant qui est un petit peu plus grand et qui commence à boiter, on va se demander est-ce qu'il n'est pas en train de faire semblant ou de boiter pour de faux, pour nous embêter. Donc on va tarder un petit peu. On va tarder à consulter, du coup, à cause de ça, parce qu'on va douter, on va se dire que c'est pas possible. Et puis souvent, pour les enfants, on ne pense pas aux choses graves, donc on va aller plutôt voir son médecin de famille que d'appeler le 15. Donc c'est aussi pour ça. Et puis une fois arrivé à l'hôpital, il arrive que si on tombe sur un médecin qui n'est pas averti, il ne va pas évoquer en premier lieu l'AVC, et du coup l'imagerie ne va pas être faite rapidement, ou alors elle va être retardée parce qu'il n'y a pas d'IRM pour les enfants, ou pas de spécialiste pour s'occuper des enfants dans ces cas-là. Donc plein de raisons pour lesquelles le diagnostic est très retardé chez les enfants. Que deviennent ces enfants qui ont fait un AVC? C'est comme chez l'adulte, il y a une partie qui vont malheureusement décéder de cet AVC. Il va y avoir des séquelles chez 2/3 des enfants, et la moitié des séquelles vont être légères ou modérées, et l'autre moitié va avoir des séquelles graves. Et puis les risques de récidive, elles vont être très variables en fonction de la cause. Donc on ne peut pas vous donner de chiffre global, mais elles sont très variables. Un petit mot sur l'AVC ischémique veineux, donc qu'on appelle aussi la thrombose veineuse cérébrale, l'occlusion d'une veine qui est au niveau du cerveau. Les signes vont être les mêmes que pour l'AVC ischémique artériel. Ils peuvent être les mêmes, mais au premier plan, c'est surtout des maux de tête qui sont brutaux et intenses, et puis une somnolence. Donc, c'est en général assez brutal. C'est aussi urgent. Il y a des traitements médicamenteux qu'on peut mettre en place. Ça laisse 30% de séquelles. Et il y a aussi un risque de mortalité, évidemment. L'hémorragie cérébrale, chez les enfants, elle est plus fréquente que chez les adultes. Elle représente presque 50% de tous les AVC de l'enfant. Donc, chez les adultes, c'est plutôt 20%. Ici, c'est un peu plus fréquent. La plupart du temps, c'est lié à des malformations au niveau des vaisseaux cérébraux. Ça peut être des malformations au niveau des artères, au niveau des veines ou au niveau de la connexion entre les artères et les veines. Et là encore, c'est les mêmes signes que pour les thromboses veineuses, des maux de tête et puis une somnolence en premier lieu, et puis les déficits localisés que vous connaissez déjà pour l'AVC. Il y a une grande mortalité. Il y a des possibilités de chirurgie pour essayer de sauver le cerveau et exclure les malformations qui risquent de ressaigner. Vous avez eu beaucoup d'informations, et puis tout au long de l'après-midi également. Donc je vous ai mis juste quelques petits points importants à retenir. Ça, vous le savez déjà, maintenant vous allez le retenir. Les AVC, ça existe. Donc on est en train d'essayer de faire, avec le Centre national de référence des AVC de l'enfant, de faire beaucoup de com autour de ça pour le faire connaître, pour que ce soit mieux pris en charge. Mais ça passe aussi par vous, par tout le monde. Chacun doit en parler autour de lui, et c'est comme ça que tout le monde sera alerté. C'est urgent et c'est grave, donc il faut absolument appeler le 15 quand vous avez devant vous un enfant que vous suspectez de faire un AVC. Nous, on est en train d'essayer de mettre en place une filière, comme pour chez l'adulte, chez l'enfant, pour que ce soit pris en charge
de manière aussi efficace que chez l'adulte, une fois que l'enfant est arrivé et pris en charge par le 15. Mais la première étape, c'est vous qui la faites, c'est d'appeler le 15 et de ne pas aller chez le médecin généraliste ou d'aller aux urgences. Et les particularités de l'enfant, vous l'avez vu, la plupart du temps, c'est quand même des enfants qui sont en bonne santé, des grossesses normales, des enfants qui vont bien. Donc ça arrive dans un ciel clair, sans prévenir. Ce ne sont pas les mêmes causes du tout que chez les adultes. Et puis, il est important de les suivre au long cours pour pouvoir réduire les séquelles qui apparaissent avec le temps et au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Alors, le docteur François Braun, qui devait intervenir, a eu un petit retard de train, me dit-on. Très bien. Bon, alors, très bien. Ça va. Très bien. Alors, le professeur Sébastien Richard est-il arrivé? C'est vous? Pardon? C'est vous? Très bien. Venez, monsieur le professeur. Vous vouliez quelque chose? Excusez-moi, monsieur. Oui? Très bien, monsieur. Ben, libérez-vous comme vous le souhaitez, monsieur, il n'y a pas de souci. Monsieur le professeur, si vous voulez, vous nous rejoignez quand vous le souhaitez. Ouais. Alors, on va faire effectivement, comme le souhaite le professeur, on va venir vers vous. Si vous avez quelques questions, le temps qu'il se prépare. Et puis, on va laisser les choses se faire tranquillement. Je vais venir vers vous, madame. Juste, si vous voulez bien, côté règles du jeu, si vous voulez bien, quand vous posez une petite question, alors, si c'est pour cette salle-là, bien c'est simple, vous levez la main, je viens à vous. Juste, je vous demande de vous présenter par politesse. Et si c'est dans la salle qui est juste derrière nous, pour que les gens qui sont dans l'autre salle puissent en poser aussi, ce serait plus simple que ceux qui veulent poser des questions puissent venir dans cette salle. Ce sera mieux pour pouvoir y répondre. Allons-y. Madame. Je vais vous demander un petit peu de calme, s'il vous plaît, par contre, pour qu'on s'entende bien, juste encore quelques instants. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on s'entende bien, il faut qu'on fasse silence. Sinon, je serai obligé de frapper, et j'adore ça. Madame. Merci, monsieur. Voilà. Je vous demande quelques instants d'attention, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis-je vous demander un petit peu de calme? Merci beaucoup. C'est pour qu'on vous respecte, madame. Merci, monsieur. Voilà, je suis madame Pierron, mais je ne suis plus en activité. J'étais dans l'éducation nationale et je suis donc retraitée. Et je me permets de poser une question à madame qui vient d'intervenir sur les enfants. Madame, je voudrais vous poser la question, c'est à propos des sportifs qui finalement, on parle de mort subite. Est-ce qu'on serait dans ce cas? Parce que vous savez que les sportifs de haut niveau, souvent, bon, ben voilà, ils ont on n'est plus dans le cadre sport santé. Et malheureusement, on voit régulièrement des jeunes footballeurs qui s'écroulent, des jeunes athlètes. Est-ce qu'on rentrerait dans le cadre de l'AVC, s'il vous plaît? Voilà. Alors, la plupart du temps, quand on parle de mort subite, c'est plutôt un arrêt du cœur. Et souvent, ce qui est retrouvé, il me semble, mais ça sort un petit peu de mon domaine, c'est les troubles du rythme cardiaque, le cœur qui s'emballe et qui ne fait plus correctement les choses et qui s'arrête, ou un infarctus, donc un caillot qui est au niveau du cœur. Pour qu'un AVC chez un jeune cause une mort subite, il faut vraiment qu'il soit massif, et jusqu'à présent, j'en ai pas vu qui soit à ce point-là. Voilà. Des questions. Donc, si vous êtes dans la salle juste derrière et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez venir, vous les poserez. Et dans cette salle, il suffit de lever la main. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît, monsieur, merci. Bonjour à toutes. C'est pour savoir, je m'appelle Sean Dain. J'ai été victime d'une épilepsie il y a un mois de ça.
Et ça serait pour ce que je suis épileptique dû à un accident cérébral de là il y a 5 ans maintenant de ça, suite à un accident de boxe, que je tombais dans le coma. Et ça serait pour savoir si on pourrait pas y avoir une nouvelle nouvelle organisation comme ça, mais avec des professionnels sur les épilepsies. Parce que j'ai toujours peur, alors même pour les autres épileptiques, quoi, parce que je pense que c'est aussi important comme des réunions comme ici, quoi. Alors j'aimerais bien en savoir plus et est-ce qu'il y a un médecin ici qui aurait les questions, les premières questions, les premières réponses, s'il vous plaît. Merci d'avoir posé la question. L'épilepsie peut être une complication d'un accident vasculaire cérébral, en effet. L'organisation aujourd'hui s'était consacrée aux accidents vasculaires cérébraux. C'est vrai que c'est une thématique, l'épilepsie, qui pourrait être faire l'objet d'une conférence aussi, d'une journée de conférence, parce qu'il y a beaucoup de traitements nouveaux qui sont apparus dans le domaine de l'épilepsie et qui pourraient vous intéresser. Mais c'est d'abord le propos de la réunion d'aujourd'hui, je pense. Donc, D'autres questions, madame, et ensuite je viens à vous, madame. Vous, je ne vous demande pas de vous lever, vous en connaissez la raison. Par contre, de vous présenter, oui, s'il vous plaît. Je m'appelle Isabelle Frattini, j'ai contracté la légionellose l'année dernière au mois de juin. J'ai été dans le coma 10 jours et j'ai fait un AVC, mais il n'y avait rien qui précisait, j'étais en bradycardie. Et je ne connais pas les causes à part avoir une petite légère déviation de la bouche, c'est tout ce qu'on m'a dit. Mais je n'en sais pas plus. La déviation de la bouche, ça se voit pas et vous avez de la voix quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question de madame ? Est-ce qu'un docteur peut répondre ? Docteur Lalo, professeur ? Donc la bradycardie n'est pas en soi une cause d'accident vasculaire cérébral. Donc, ce qui est la cause cardiaque la plus fréquente pour les personnes un peu plus âgées, c'est la fibrillation auriculaire dont on a parlé. En revanche, certaines localisations d'AVC dans certaines structures cérébrales peuvent entraîner des arythmies cardiaques. Voilà, je ne peux pas en dire plus sur votre cas personnel que je ne connais pas, mais il n'est pas exclu que cette bradycardie soit due à l'AVC lui-même ou bien aux médications que vous avez reçues pendant votre séjour aux soins intensifs. Il y a eu le traitement des médicaments. Pardon ? Il y a eu les médicaments pour la légionellose. Un traitement assez lourd. C'était la légionellose grave. Oui, donc voilà, je ne peux pas me prononcer sur votre dossier que je ne connais pas. Il est possible que ce soit induit par des médicaments ou qu'il y ait eu des effets liés à l'AVC lui-même. En tout cas, ce n'est pas une cause de l'AVC. Je vous en prie, madame. Madame, excusez-moi. Si vous voulez bien vous lever, si vous pouvez vous présenter rapidement, c'est la règle du jeu imposée par la présidente, sinon je suis viré. Hein. Bonjour, je suis Madame Claus. Je voulais savoir s'il y avait un rapport entre ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson et des AVC des nourrissons. Alors, il y a des études récentes qui ont montré que non, que la mort subite, c'était plutôt lié à des anomalies au niveau des récepteurs du cœur, et donc plutôt des problèmes cardiaques qui entraînent une mort subite, associée à tout un panel de facteurs de risque qu'on développe beaucoup et sur lesquels on essaye de sensibiliser les gens. Le couchage sur le ventre, trop de couverture, les doudous, le partage du lit avec les parents, etc. Donc non, c'est plutôt lié au cœur qu'au cerveau. Merci. D'autres questions ? Monsieur ? Bonjour, monsieur, dame. Une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut exister des micro-AVC sourds ? C'est-à-dire qu'ils arrivent à répétition, mais on a des petits symptômes qui durent une fraction de temps et qui disparaissent. Est-ce que ça peut exister ou pas ? Ou est-ce que l'AVC est franc ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un symptôme ou
le petit détail qui fait que bon, on a un problème qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et puis bon, c'est tout. Une fois que c'est passé, on oublie, et ça remet ça 15 jours après ou 3 semaines après. Est-ce que ça peut exister? Merci. Donc, effectivement, on peut faire un accident qu'on appelle transitoire, donc quand un caillot bouche une artère et se dissout rapidement après. Donc là, les symptômes vont disparaître complètement en quelques minutes. On dit en général en moins d'1 heure. Et quand on va faire une IRM ou un scanner, on ne va pas voir de traces de cette petite thrombose transitoire. Mais comme on en a parlé tout à l'heure dans la prise en charge en urgence, ça reste une priorité d'être soigné rapidement pour ce type de problème parce que ça peut laisser présager d'une thrombose plus importante et qui pourrait laisser des séquelles. D'autres questions? Monsieur, et je viens vers vous ensuite. Hein. Comment vas-tu? Ça va? Oui, Daniel Patieff. Voilà, moi j'ai une question au professeur Patrice Laloux. Vous avez été très, très modéré sur la pharmacologie. Donc ma question est, est-ce qu'il y a des médicaments qui seraient plutôt positifs? Parce que j'ai l'impression que, d'après vous, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui agissent de manière certaine. Mais donc, voilà, j'ai été assez clair, effectivement, sur les résultats de médicaments dont le but est de stimuler les réseaux neuronaux, les réseaux électriques cérébraux, permettant ainsi une récupération. C'était ça le grand espoir, c'est d'avoir des substances pharmacologiques qui auraient permis d'augmenter la transmission électrique ou d'activer des réseaux électriques qui sont proches de la zone qui a été touchée par l'AVC. Et donc une série de médicaments ont été évalués. Alors parfois il y a des études qui sont positives, qui suscitent beaucoup d'espoir, et puis d'autres alors c'est le balancier en médecine qui viennent dire le contraire. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement à prescrire pour activer le processus de revalidation. En dehors, bien entendu, de traitements qui sont destinés à traiter une humeur dépressive qui serait secondaire à l'AVC lui-même, bien entendu. Hein. Ça va ? Donc malheureusement, je dois rester dans un faux espoir et il n'y a pas de médication pour le moment opérationnelle. Pierre Van Pen. Tous les intervenants, sans exception, ont rappelé qu'il fallait composer le 15 dès les premiers signes d'AVC. C'est un numéro français. Et je voulais savoir si ce numéro était le même dans tous les pays d'Europe ou est-ce qu'il fallait utiliser le 112, par exemple quand on va en Allemagne ou en Belgique ou au Luxembourg, la région Grand Est et frontalière. Quel est le numéro à composer dans les différents pays? Alors, en tout cas, en Belgique, c'est effectivement le 112. Maintenant, dans les autres pays, ça... Je ne sais pas dire. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a moins de réactivité, parce qu'il y a un chiffre de plus à composer, docteur. En France, c'est 15 et 112. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc, il ne faut pas en vouloir au mari, en fait. C'est un chiffre de plus. Oui, madame. Une petite présentation, s'il vous plaît. Voilà, moi, je suis Véronique Carré. Je suis infirmière libérale, donc... Je vois souvent des patients qui ont été victimes d'un AVC. J'aurais aimé savoir, concernant les AIT, la conduite à tenir pour le traitement. Est-ce que les patients ont systématiquement un traitement anticoagulant à vie? Après l'AIT, qu'est-ce qu'on préconise? Alors, en général, oui. Hein. Si on a un AIT certain, on met ces patients sous traitement. Alors, pas forcément anticoagulant, mais en tout cas de l'aspirine ou des médicaments de cette famille-là en fonction de la cause qu'on suppose pour cette AIT. En général, on le laisse sur le long terme, oui. Un mélomane dans la salle. D'autres questions? Non? Oui? Non? À la deuxième salle, ils peuvent effectivement, s'ils ont des questions, je leur ai dit 2 fois, venir ici, poser leurs questions sans aucun problème. Donc s'il y a des questions dans la seconde salle, il suffit de venir ici et on écoutera bien sûr les questions de la salle d'à côté. Pas de souci. Je ne les ai pas oubliées, madame. Alors, d'autres questions ou on en reste là?
On en reste là pour l'instant ?